Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir fait face, vaincu les embouteillages et les imprimantes récalcitrantes pour vous joindre à nous pour cette 24e édition des Investor Awards. Alors pour ceux qui connaissent cet événement, vous le savez, la soirée elle se déroule en deux parties. Peu après 20h, la remise des trophées des récompenses aux sociétés du CAC 40 dans différents domaines. Ça va de l'innovation à la performance en passant par la pédagogie. Et puis avant, une table ronde, un débat qui va durer 45-50 minutes, peut-être jusqu'au bout de la nuit, tant il y a de choses à dire, parce qu'on va parler ce soir d'Europe. Eh bien oui, parce que nous sommes le 4 novembre 2025 et que, on le veuille ou non, le monde ne nous attend plus. Il y a une guerre en Ukraine qui dure, on a le retour de Donald Trump, on a la guerre commerciale, l'affirmation de la Chine, la fragmentation des alliances, et puis en face, on a l'Europe, longtemps perçue comme un havre de stabilité, eh bien elle peine aujourd'hui à convaincre de sa puissance économique et stratégique. Alors les États-Unis accélèrent, la Chine, elle a fini de copier, elle innove de plus en plus, et puis l'Europe, elle réglemente, elle débat encore de ses règles budgétaires, de ses normes, du rapport Draghi que tout le monde a lu, que tout le monde adore, mais que bien peu semblent prêts à appliquer pour le moment. Et puis il y a des défis à relever, pas des moindres, le vieillissement de la population, l'endettement, un marché de capitaux fragmenté, une industrie vieillissante. Mais est-ce que c'est vraiment ça le cœur du problème? Et si le vrai enjeu, c'était finalement notre modèle, notre capacité à penser le monde tel qu'il est aujourd'hui, un monde technologique, un monde instable, compétitif, brutal, un monde qui exige une vision, de la mobilité, de la rapidité d'action. Alors ce soir, avec nos invités, nous allons interroger les freins, mais aussi les forces et surtout les choix. Faut-il réformer, refonder ou carrément repartir de zéro? Bienvenue dans ce débat. L'Europe a des atouts, mais elle doit décider ce qu'elle veut incarner. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'avoir sur scène à mes côtés Jean-Christophe Bas, président de l'Institut Aspen et professeur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonsoir Jean-Christophe. Natacha Polony, fondatrice de la revue L'Audace, essayiste et éditorialiste. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Et André Loskrouk-Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative, qui vise à ce que l'Europe reprenne le leadership sur l'innovation de rupture. Bonsoir André. Bonsoir. Et alors pour ceux qui ont noté, la Joint European Disruptive Initiative, ça fait Jedi. Voilà, et on va avoir bien besoin de la force ce soir, qu'elle soit avec nous pour trouver de bonnes idées pour faire avancer l'Europe. Natacha, je disais dans mon introduction, il va falloir se poser la question de ce que l'Europe veut incarner. Mais avant de savoir ce qu'elle veut incarner, à votre avis, de votre vision, qu'est-ce qu'elle incarne déjà aujourd'hui pour ses dirigeants et peut-être même plus important, pour ses citoyens? Alors, la question est excellente et je vous y répondrai en commençant par distinguer deux choses, parce que ça me semble essentiel. Il y a l'Europe et il y a l'Union européenne. L'Europe, c'est une civilisation. Et c'est une civilisation qui a apporté au monde une conception de l'être humain et de sa dignité qui me semble absolument essentielle à maintenir. Une idée de la liberté humaine qui peut se penser en dehors de la transcendance. Tout cela est absolument fondamental, surtout dans un monde comme celui que nous vivons aujourd'hui, qui est en voie de brutalisation extrême. Ça, c'est le premier point. Pourquoi je distingue ça de l'Union européenne? Parce que l'Union européenne, nous devons justement nous demander ce que nous voulons qu'elle soit. Si une puissance publique existe, c'est pour garantir aux citoyens, aux membres de cette union qui forme cette puissance, des libertés fondamentales. Et ces libertés, elles doivent s'appuyer sur une indépendance dans les domaines vitaux. L'alimentation, la défense, la monnaie, l'énergie bien sûr, et aujourd'hui le numérique. Donc si l'Union européenne a un sens, ça doit être pour garantir notre indépendance dans ces domaines fondamentaux, parce que sinon nous ne sommes pas libres. Alors, il y a évidemment des éléments sur lesquels nous pouvons jouer en tant que nation,
mais nous savons tous que dans le monde actuel, nous ne pouvons pas exister seuls. Et que c'est tout l'intérêt de se rassembler que de pouvoir être plus forts. Sauf que l'Union européenne telle que nous la connaissons, et nous l'avons vue de façon extraordinaire cet été, de façon tragique cet été, dans une sorte de moment de dévoilement, d'apocalypse au sens originel du terme, avec l'accord signé par Ursula von der Leyen face à Donald Trump, c'est que l'Union européenne n'a pas été pensée pour garantir cette indépendance. Elle a été pensée pour protéger le consommateur et lui garantir les prix les plus bas. Et c'est obsessionnel, systématiquement dans les décisions qui sont prises, tout est à l'aune de cela. Et je pense que tant que nous continuerons à nous penser comme des consommateurs avec cette idée qu'il faut établir une concurrence à toute force, notamment une concurrence intra-européenne, et surtout pas comme des producteurs, tant que nous continuerons à nous penser comme des gens extrêmement vertueux parce que nous avons un bilan carbone formidable et des normes qui permettent d'imposer ce bilan carbone alors même que nous ne produisons plus sur notre sol, eh bien, nous serons perdants dans un monde où nous voyons que, évidemment, les autres sont en train d'essayer d'abuser de leur puissance. Si nous voulons empêcher cela, si nous voulons porter notre idée du droit international, alors il faut nous-mêmes être puissants. Et pour être puissants, nous devons réfléchir aux moyens de notre indépendance. Jean-Christophe, une Union européenne qui porterait dans son ADN, quelque part déjà un petit peu ses limites, pensées, le disait Natacha, pour le consommateur, et peut-être pas beaucoup au-delà. Vous vous reconnaissez un peu dans cette vision ou vous la trouvez trop restrictive ? Je voudrais d'abord me réjouir de ce débat ici, au Musée des Arts Premiers. Alors j'espère que ce n'est pas prominatoire de ce que l'Europe va devenir et que l'Europe va être capable justement de rester sur un train porteur. Je crois que... Alors vous avez un titre qui est très provoquant et très accrocheur, qui est un peu binaire aussi. Et alors c'est peut-être une façon justement pour accrocher le débat. Moi, je crois qu'entre la disparition ou la réinvention, il y a peut-être je ne veux pas dire une troisième voie, mais je pense qu'il est urgent aujourd'hui pour l'Europe de s'affirmer. Et il faut se dire, et Natacha l'a bien dit, je veux dire, le projet européen n'a pas été conçu comme étant un projet de puissance. Le projet européen, il a été conçu au départ, et je dirais là, on a atteint à 500% l'objectif, pour la paix, la réconciliation sur le continent européen. Il faut quand même se rendre compte qu'effectivement, pour ceux qui étaient les pères de l'Europe, c'est une génération qui avait connu 2 conflits mondiaux en l'espace d'une génération, et il y avait une véritable volonté d'inventer, et ils ont effectivement fait preuve d'invention et de créativité, un processus à travers au départ le charbon et l'acier, ce qui peuvent paraître un petit peu dépassés aujourd'hui, mais qui étaient les outils, ou les éléments avec lesquels on faisait la guerre, et donc de mettre en commun le charbon et l'acier. Après, ça a été effectivement l'intégration économique, et donc, et effectivement, pendant plus de 70 ans, l'Europe a vécu en paix, et l'Europe a vécu en prospérité. Alors aujourd'hui, il y a une donnée qui est tout à fait nouvelle, et dont il faut tenir compte. Mais il faut bien se rendre compte que pour faire face à cette brutalisation du monde dont parlait Natacha, nous venons de très loin. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2019, quand Mme von der Leyen a pris la présidence de la Commission pour la première fois, dans son discours au Parlement européen pour obtenir l'investiture, qui s'est joué à 4 voix, je crois, elle a eu l'audace, et on est en 2019, alors qu'il n'y a ni guerre en Ukraine, ni conflit à Gaza et ailleurs, elle a eu l'audace de dire qu'elle voulait que sa commission soit une commission géopolitique. Et là, ça a été des cris d'orfraie des observateurs, des analystes, en disant « ça n'est pas le rôle de la Commission européenne, ça n'est pas le rôle de l'Union européenne d'avoir une portée géopolitique ». Et donc, c'est pour dire qu'on vient de très loin, et aujourd'hui, effectivement, l'histoire s'accélère, l'histoire se brutalise, l'environnement international dans lequel nous sommes est de plus en plus, non pas incertain, mais menaçant. Et donc, l'Europe a effectivement un petit temps de retard. Disons que l'Europe est aussi un moteur diesel. Il est juste petit, ce temps de retard ? Il est rattrapable ? Oui. Vous savez, moi, ça fait presque, je ne veux pas avoir l'air d'un dinosaure ici, mais près de 40 ans que j'ai commencé ma vie professionnelle au Parlement européen en 1984. Il y avait à l'époque
10 États membres. Donc ça paraît quand même un petit peu... Et donc depuis, j'ai quand même suivi de très près l'histoire de l'Union européenne, et j'ai toujours été frappé des Cassandres qui étaient là, systématiquement depuis 60 ans, pour dire l'Europe va s'effondrer. Moi je me souviens, en 1985, au Parlement européen, on discutait de l'élargissement de l'Union européenne, ce qui était à l'époque la communauté européenne, à l'Espagne et au Portugal. Il y avait des députés européens pour dire « Est-ce que vraiment l'Espagne et le Portugal font partie du territoire européen ?» Ce n'est pas des blagues, vous pouvez suivre. Et là, on disait, les agriculteurs disaient, c'est la fin de l'agriculture française, le Portugal va... Et ça a été ensuite l'euro. Quand l'euro est arrivé, on a dit, ça y est, ça va être le crash économique et financier, etc. Et ensuite, il y a eu le Brexit. On s'est dit, l'Europe ne se relèvera jamais du Brexit. Et l'Europe s'est relevée. Donc l'Europe a cette capacité de résilience et de se relever. Alors, c'est le verre à moitié plein, c'est le verre à moitié vide. Mais je crois qu'il faut comprendre qu'effectivement, nous sommes dans un contexte qui est particulier et que l'Europe a peut-être un petit temps de retard aujourd'hui, mais que parfois, il vaut mieux se donner le temps d'une bonne concertation pour pouvoir réagir de façon raisonnée et solide. Bon, l'Europe va peut-être pas s'effondrer, mais est-ce que l'Europe est encore great? Bien sûr, c'est un clin d'œil à la casquette d'André, Make Europe Great Again, parce que s'affirmer, je vous entends tous dire, l'Europe doit maintenant s'affirmer. Un des pans de l'affirmation, il sera économique. L'Europe, elle a bâti sa richesse sur l'automobile, sur la chimie, sur l'aéronautique. L'aéronautique, ça marche encore pas trop mal. C'est moins le cas pour l'automobile, c'est moins le cas pour la chimie. Et André, à côté de ça, où sont, désolé pour la question hyper tarte à la crème, mais je vais vous la poser quand même, mes Tesla, mes Apple, mes Nvidia européens, qu'est-ce qu'il faut, en tout cas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou plus, ou est-ce que ça fonctionne et on ne sait pas, pour faire émerger de nouveaux champions européens? Bon, déjà, merci de l'invitation. Moi, je trouve que c'est assez symbolique de nous inviter dans un musée. Je ne sais pas si effectivement c'était voulu. Vous posiez la question tout à l'heure ce que c'est l'Europe. L'Europe, ça a été un continent qui a très peu de ressources, qui a finalement beaucoup de contraintes, des populations très denses. Et finalement, dans les siècles passés, c'était plutôt une contrainte, d'où les conflits, et qui a réussi, grâce à la science et à la technologie, on peut marquer un petit peu le début au moment du Moyen-Âge, de la Renaissance, des Lumières, réussi à finalement créer une prospérité, un développement industriel, économique, scientifique absolument incroyable. Peut-être une deuxième chose à rappeler, dans ce monde, je pense effectivement, on est dans un monde aujourd'hui de carnivores, où on est un peu le dernier herbivore restant, où on ne sait pas penser en puissance. On célèbre en ce moment la destruction créatrice, à cause de notre prix Nobel Philippe Aghion. En fait, vous vous rendez compte que toutes les institutions, toutes les organisations, tous les pays ont réussi à se réinventer, notamment les pays autoritaires, ou bien ceux qui voudraient devenir autoritaires, type l'administration Trump, et que nous, on ne s'est pas réinventé. C'est-à-dire qu'effectivement, le surmoi européen à la fin de la guerre, et avec juste titre, c'était la paix, et on a réussi, comme vous dites, à 500%, mais on ne s'est pas du tout réinventé. Alors que normalement, on est ces organisations, ces pays, ces confédérations, ces unions devraient un peu comme un être vivant se réinventer. Et c'est ça qui est aujourd'hui le problème, c'est qu'on est de plus en plus en déconnexion avec le monde qui est autour de nous. Moi, je suis surpris de voir le nombre de gens qui m'arrêtent dans la rue. Alors effectivement, c'est un clin d'œil. Il n'y a aucun doute possible sur l'intention de cette casquette. On ne prend pas pour un Trumpiste européen. Non, parce que d'abord c'est vert, c'est la couleur de l'espoir, c'est l'opposé du rouge. Méga, c'est déjà beaucoup plus cool que MAGA. Mais surtout, en fait, le message principal, c'est qu'il ne faut pas laisser la radicalité aux extrêmes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on réinvente cette capacité à se projeter. Alors sur l'aspect technologique, je vais donner une dernière image qui pour moi est vraiment prégnante. En août 1939, vous avez un immigré hongrois, Léo Szilard, un pacifiste allemand, également émigré aux États-Unis, Einstein, qui écrivent une lettre à Roosevelt en disant « Écoutez, les travaux de Fermi, un Italien, donc on était vraiment dans l'Europe, hongrois, allemand, italien, aurait découvert une capacité de fission de l'atome d'uranium et ça pourrait dégager une énergie. Tout ça donnera le projet Manhattan. » Alors, Einstein l'a un peu regretté après coup,
Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que si les démocraties, si nos pays ne sont pas devant sur la science et la technologie, qui est un élément essentiel de puissance, de prospérité, et on le voit maintenant avec les réseaux sociaux, de construction en fait, de notre pensée politique, puisque c'est là que la plupart des générations Z et maintenant la génération Alpha, celle qui est née après 2010, trouve son information, ses idées, se forme son opinion, qu'on le veuille ou non. Si on n'arrive pas à maîtriser ça, on sera de plus en plus dépendant des autres, avec une immense frustration de nos concitoyens. Que font nos dirigeants? Quelle est la vision qu'ils projettent? Quel est le chemin collectif qu'on veut avoir? Et donc c'est là où le lien existe entre effectivement les BYD, les Tesla. D'abord, ça crée une prospérité absolument gigantesque, pas juste sur les marchés financiers américains, mais là pour le coup ça ruisselle en partie sur toute l'économie américaine et tous les citoyens américains, cette impression de richesse. Et cet appauvrissement européen, il est réel. Enfin moi je pense que votre titre, il est totalement bien vu. Je veux dire, on passe notre temps à dire ce n'est pas si grave, on n'est pas mort. Oui, enfin il faut voir d'où on vient. On était le continent le plus riche du monde et de très 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 loin. Et donc effectivement cet appauvrissement, enfin c'est vraiment l'image de la grenouille, pardon. Le jour où ça sera trop tard, on sera mort. Et donc aujourd'hui la catastrophe, elle est totale. Pardon pour les financiers autour de la table, mais sur l'espace. 154 lancements américains l'année dernière, dont 134 de SpaceX, 3 européens. La part de marché de notre plus grand prestataire de cloud, c'est 1%. La part de marché, n'en déplaise à Thierry Breton, des semi-conducteurs était de 25%. En 2000, on est à moins de 10-9%. Enfin, tout va mal. Et on vit en plus dans l'illusion. On entend souvent, oui, mais on a réussi les vaccins. Non, non. Les vaccins, ils ont été inventés par 2 entrepreneurs allemands qui n'ont pas du tout été financés par l'État et par l'administration Trump 1. Après, on a su bien acheter. Donc la situation, elle est catastrophique. Et donc, si on ne se reprend pas, si on ne change pas surtout notre méthode, et peut-être qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de la méthode on y viendra. Je crains qu'on disparaisse de l'histoire, mais à très très court terme. Bon, notre place au musée, peut-être pas. Qu'est-ce qui bloque, Natacha? Parce que ce constat, on l'entend. Finalement, même les dirigeants européens le tiennent, disent ça y est, il faut qu'on prenne le virage. Ils ont tous lu le rapport Draghi, je le disais. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne s'y met pas? Alors, j'ajouterais d'ailleurs une donnée parmi celles qui montrent qu'il va falloir se réveiller. C'est le nombre de brevets. En 2024, il y a 4,2 millions de brevets qui ont été déposés dans le monde. La plupart sont totalement inutiles, 80%, mais les 20% restants sont essentiels. Il y en a eu 1,5 million par la Chine. Il y en a eu 180 000 par l'Europe et 14 000 par la France, accessoirement. Donc là aussi, il va falloir se réveiller. Et juste une remarque. Je suis toujours étonnée qu'on parle des Cassandres qui auraient alerté et qu'il ne faudrait pas écouter parce que dans la mythologie, Cassandre, c'est celle qui avait été condamnée par les dieux à dire la vérité mais à n'être jamais crue, à annoncer ce qui allait réellement arriver et à ne pas réussir à convaincre. Et c'est tout le problème. C'est pour ça que je considère qu'il faut pratiquer une forme de pessimisme de la lucidité et d'optimisme de la volonté, pour reprendre les termes de Gramsci. Donc, il me semble qu'en effet, le constat est absolument consternant. En effet, quand on voit la richesse potentielle de notre continent et ce que nous portons comme patrimoine et comme histoire, il est insupportable de voir que nous ne sommes pas indépendants dans des domaines absolument essentiels. Et en effet, les technologies de rupture en sont un élément. Bon, pour comprendre comment on s'en sort, il faut comprendre exactement ce qui ne fonctionne pas. Prenons l'exemple des voitures électriques. On annonce à grand renfort de communiquer que nous allons passer à la voiture électrique en 2035, fin des moteurs thermiques, et on le fait sans à aucun moment réfléchir à la question de savoir si la filière automobile est prête, si nous sommes capables de passer à l'électrique en 2035. Le résultat, quel est-il? Tout simplement que la Chine produit puisqu'elle est en avance. Alors, c'est une erreur de la part de nos constructeurs de n'avoir pas vu le tournant de l'électrique. Mais dans ce cas-là, on fait en sorte
de corréler le calendrier avec les nécessités de notre filière. Les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques, toutes les énergies renouvelables. Nous finançons nos propres concurrents. C'est assez extraordinaire. Mais d'ailleurs, dans tous les domaines, je pourrais vous citer les programmes de recherche de l'Union européenne pour 240 milliards d'euros, dans lesquels on inclut Huawei. C'est vrai que ce serait dommage que l'argent des contribuables français, italiens, allemands ne finance pas Huawei, qui est déjà financé par l'État chinois. Tout est comme ça. Donc il y a un problème de conception de nos intérêts. C'est pour ça que j'insistais sur la question qui doit être au cœur des politiques européennes et françaises, défendre la production sur notre sol et faire en sorte que la puissance publique favorise cette production. C'est comme ça qu'on va pouvoir répondre aux défis. Alors, ça nécessite aussi d'être lucide sur le fait que nous n'avons pas forcément que des intérêts convergents en Europe. Et c'est bien le problème, parce que nous avons voulu croire que l'Europe était ce monde merveilleux où nous nous aimions tous et où le doux commerce allait garantir la paix. Je dirais d'ailleurs que historiquement, l'Europe est un fruit de la paix. Ce n'est pas l'Europe qui a garanti la paix. La paix, en grande partie, a été garantie d'abord par un volontarisme extraordinaire de certaines générations. Il faut se souvenir de ce qu'a été l'accord entre Adenauer et De Gaulle, qui était un pas extraordinaire si peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est la guerre froide aussi qui a garanti cette paix. Pas forcément pour le meilleur, mais c'est indéniablement ça. Et donc la question de savoir comment on fait pour faire converger nos intérêts est essentielle. Je prends un exemple. Nous avons vu avec l'accord sur les droits de douane de cet été à quel point certains pays, en fait, ont applaudi cet accord parce qu'il leur permettait de conserver leurs exportations et qu'ils avaient peur d'une guerre commerciale. Nous, Français, par exemple, je veux dire, nous sommes à peine excédentaires dans notre balance commerciale vis-à-vis des États-Unis pour ce qui est des biens. Évidemment, pour les services, de toute façon, l'Europe est déficitaire. Mais pour les biens, nous sommes à peine excédentaires. Et encore, ça, c'est uniquement quand on compte les biens que nous exportons et ceux que nous importons des États-Unis. Mais en fait, il y a énormément de biens américains qui passent par d'autres pays européens et qui nous reviennent. Donc, en fait, nous sommes franchement déficitaires. Alors même que l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande ont tout intérêt à éviter des droits de douane trop élevés. Mais de même, je pourrais vous citer quelque chose que les économistes appellent l'effet Rotterdam. Qu'est-ce que c'est l'effet Rotterdam ? Si vous regardez la balance commerciale des Pays-Bas, par exemple en 2022, elle était déficitaire vis-à-vis de la Chine de 120 milliards d'euros. Et elle était excédentaire vis-à-vis du reste de l'Union européenne de 326 milliards d'euros. Ça veut dire que Rotterdam est le port d'entrée. L'article 28 du traité de fonctionnement de l'Union européenne fait que le premier pays dans lequel rentre un produit touche 25% des droits de douane. Donc c'est un modèle économique d'importation et ensuite de réexportation vers le reste de l'Europe, mais qui désindustrialise les autres pays. Donc si on ne tient pas compte de ces mécanismes-là et si on n'en discute pas très naturellement entre Européens en se disant « bon, nous avons des modes de fonctionnement différents, voyons comment nous pouvons nous entendre », nous allons continuer à créer des divergences entre les pays. Et on voit aujourd'hui que l'écart entre les pays qu'on dit frugaux, mais qui sont en fait des pays qui bénéficient de ce système, que ce soit l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, et les pays de la périphérie, est en train de se creuser. C'est d'ailleurs pour ça que nous devons régler ça, parce que ces divergences risque de créer des tensions intra-européennes encore plus fortes. Jean-Christophe, quand j'écoute Natacha, j'entends le besoin de pragmatisme, c'est presque de la réelle politique. Il nous manquerait ce sens du concret, d'être capable de discuter de façon très réaliste des problèmes, de les poser sur la table. Vous qui connaissez bien les arcanes européennes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour finalement se mettre tous autour d'une table comme on le fait déjà, mais qu'il en sorte quelque chose ? Natacha a évoqué Gramsci, donc je vais continuer sur, concours de citation. Sur une référence gramscienne. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à une menace existentielle. Donc, il y a effectivement la menace économique, la menace du décrochage économique par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine.
qui est une menace extrêmement grave, mais il y a aussi, et peut-être au-dessus encore, la menace existentielle de survie, de sécurité, dans ce contexte de plus en plus incertain. Et je crois que sur ce plan-là, alors encore une fois, c'est toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais l'Europe a réussi son sorte de basculement gramscien au cours des dernières années, où pendant très longtemps, les pays de l'Est nous disaient « Ah, la menace vient des Russes, les Russes vont nous envahir ». Et nous, beaucoup de pays européens disaient « Mais non, vous cauchemardez, ça ne va pas se produire ». Et nous, en revanche, Français, peut-être quelques autres rares pays, disions « Attention, attention, l'alliance avec les États-Unis n'est pas là pour toujours. Elle est fragile et elle peut être remise en cause à tout moment. » Et là, beaucoup de pays, les Allemands, les Polonais, disaient « Ah, mais vous cauchemardez, c'est pas possible, ça ne se produira pas. » Aujourd'hui, je crois que, et c'est là où je dis, il y a eu un grand progrès, c'est qu'on est d'accord sur l'état de la menace. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu imaginer, il y a quelques années, qu'il y ait un tel rapprochement entre l'Allemagne, la Pologne, les pays d'Europe centrale, la France, sur ce besoin de s'unir pour faire face à cette menace existentielle. Et alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je sais qu'effectivement, en matière de sécurité, en matière d'investissement, en matière de sécurité et de défense, on est encore très loin de l'union que l'on voudrait obtenir. Mais malgré tout, il y a des progrès très importants qui se sont faits. Et j'espère qu'on ne dira pas, comme dans quelques années, ce que disait Stefan Zweig au moment de la Deuxième Guerre mondiale, cette Europe qui a préféré périr plutôt que de s'unir. Deux choses sur ce que vous venez de dire et sur ce que disait Natacha. La nécessité de produire sur son sol. Premier objectif. Deuxième, la prise de conscience d'une menace et d'être capable notamment d'assurer sa propre défense. Et en même temps, quand on regarde ce qui se passe dans le secteur de la défense, il y a un certain nombre de projets en commun. Le SCAF, le futur avion de combat, où, disons-le gentiment, ça patine. Le MGCS, ça c'est un système blindé, où, disons-le gentiment, ça patine aussi. Et en fait, on va se rendre compte que sur tout un tas de projets communs européens de défense, malgré aussi cet objectif réaffirmé de nécessité d'investissement, d'augmenter une plus grande part de son PIB, on a du mal à y arriver. Ça, c'est une question pour André. Pourtant, là, on a l'impression qu'on a un exemple parfait où ce volontarisme européen pourrait s'incarner dans la souveraineté du côté de la défense. Et là, pour le moment, on a des déclarations, mais encore peu de choses concrètes. J'ai envie de croire Jean-Christophe quand il dit que quelque chose a changé, mais moi je vais pas appeler ça la théorie Rotterdam, mais je vais appeler ça la théorie de la SNCF. Vous savez, et pardon pour la SNCF, mais vous avez 2 heures de retard et quelqu'un vous dit « Ah oui, mais ça aurait pu être pire ». Le problème aujourd'hui de l'Europe, c'est pas d'aller plus vite qu'avant. On l'entend en permanence. Et en permanence, quand on critique ça, on se fait taxer d'anti-européanisme. C'est justement parce que je suis européen que je ne peux pas supporter qu'aujourd'hui, on n'a pas compris que le facteur clé de succès dans le monde d'aujourd'hui, les carnivores d'aujourd'hui, des pays autoritaires aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Regardez, lisez la presse aujourd'hui, demain, après-demain, chaque politique européen, chaque politique français, une bonne politique, c'est un nombre de milliards qu'on met. En fait, le problème, ce n'est pas le nombre de milliards. C'est est-ce qu'on le fait vite, est-ce qu'on le met en œuvre, enfin les chefs d'entreprise dans la salle le savent très bien, action talk, c'est la seule chose qui compte. Les grands discours, évidemment, aucune référence à ce qui se passe dans notre pays, mais non suivi des faits. Enfin, c'est le discours de la Sorbonne où le président dit il faut créer une agence d'innovation de rupture. 8 ans après, on a créé ça sous forme de fondation, mais les pays sont incapables de le faire. Vous parliez du projet d'avion de combat. Il est évidemment mort. Enfin, aujourd'hui, c'est en tout cas dans l'état actuel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Numéro 1, on passe notre temps à aller directement sur les projets. Mais quand on mélange problèmes industriels, de souveraineté, d'emploi, pour ceux qui ont fait des maths vraiment de base, c'est 3 inconnus dans une seule équation. Donc c'est évidemment insoluble. Il faut aller un cran avant. C'est-à-dire, c'est quoi l'anticipation ? C'est quoi le projet commun ? Je ne crois pas du tout à la capacité aujourd'hui des Européens de dire « bon, voilà, réglons nos problèmes d'aujourd'hui ». La vraie question, c'est quels sont les enjeux auxquels on va être confrontés demain. Et d'ailleurs, ça pourrait réunir ces pays qui, à court terme, acceptent de ne pas
être dans une guerre commerciale avec les États-Unis, mais aujourd'hui tout le monde se rend compte que ce calcul est hyper court terme. C'est qu'aujourd'hui Trump ne respecte absolument rien de ces accords, et même ceux qui sont allés à Canossa aujourd'hui en reviennent. Donc c'est quoi le projet commun ? Et je rappelle qu'on vit dans... La deuxième chose ensuite, c'est arrêter de vivre dans l'illusion. Vous parliez de sujet de défense, l'A400M, pour ceux qui connaissent, avion de transport européen, un seul nom, mais 11 versions. Les paras français sautent par derrière, les paras allemands sautent sur les portes de côté. Qu'est-ce qu'on a fait sur la 400M ? Des portes derrière et des portes de côté. Résultat, l'avion merveilleux, mais beaucoup trop cher. Je crois qu'on en a vendu 4 exemplaires en dehors de l'Union européenne, donc en dehors des pays qui ont des usines Airbus chez eux. Je crois l'Indonésie et la Malaisie a eu la gentillesse de nous en offrir parce qu'il est juste évidemment beaucoup trop cher. Donc, en plus, on se berce d'illusions de projets communs. On entend souvent sur la recherche, oui, on n'a pas nos scale-up, on n'a pas nos licornes, mais on a encore la meilleure science. Même ça, c'est faux. Aujourd'hui, quand vous regardez les papiers de recherche les plus cités, c'est-à-dire ceux qui font référence, ceux qui impulsent une direction, le classement de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni chute. Donc même ce qu'on pensait être nos points forts, je ne veux pas mettre le Méral dans les chaussettes. Donc en fait, si on n'est pas réaliste sur la situation actuelle, on va évidemment prendre des mauvaises décisions. Troisième chose, la vitesse. Le rapport Draghi, soi-disant existentiel. Super, tout le monde. Nous, on a sorti, alors ce n'est pas du tout notre métier, nous on finance des programmes d'innovation de rupture, mais on a sorti ce qu'on appelle un Draghi Tracker. Eh bien, 1 an après, 14% des 20 principales recommandations sont mises en œuvre. Posez-vous la question, dans une entreprise où le dirigeant ne met en œuvre que 14% des décisions existentielles de son plan stratégique, le dirigeant est toujours là ? Non. Est-ce qu'il y a eu des changements dans la gouvernance européenne ? Aucune. Donc vous voyez, à un moment, il faut aussi que les citoyens demandent des comptes à leurs représentants. Si on n'en demande pas et s'il n'y a pas de sanctions, on va continuer évidemment parce qu'il n'y a pas vraiment de... Donc troisième chose, il faut aussi une évaluation des politiques publiques. Natacha citait les 240 milliards. Les 240 milliards, c'est le total de tout ce qui a été investi depuis 1984 dans ce qu'on appelle les programmes de recherche communs. Donc la compétence partagée, Union européenne, États membres sur la recherche. C'est 6 fois plus que ce que la DARPA a investi depuis 60 ans. Regardez ce qui est sorti de la DARPA. La furtivité, le GPS, DARPA, ARPANET, donc l'Internet, etc., etc., etc. Le Gorilla Glass de vos iPhones. Qu'est-ce qui est sorti ? Où sont nos zones où on est leader mondiaux ? Alors, on cite toujours ASML. Heureusement que nous avons ASML. Oui, mais ce n'est pas sorti des programmes de recherche communs européens. C'est sorti d'une vision et d'un vrai courage politique de dirigeants français, de dirigeants allemands qui ont compris que s'ils ne se spécialisaient pas, les Français sur le tronçon central et sur le cockpit, les Anglais sur les ailes, les Allemands sur l'aménagement intérieur, ils n'y arriveraient jamais. Et effectivement, le succès est formidable. Où est-ce qu'il est aujourd'hui, ce courage ? On ne l'a pas. Aujourd'hui, c'est les industriels qui mènent la danse sur le FCAS. Il faut que les donneurs d'ordre, pas forcément les politiques, mais en tout cas les armées, soient beaucoup plus incisifs sur voilà ce qu'on a. Il faut les mettre sous clé. Il faut faire presque une espèce de conclave. Voilà notre demande commune. Et ce n'est pas à Dassault, à Airbus, de décider pour la puissance publique, parce que c'est un programme public. Je ne dirais pas ça d'un programme. Aujourd'hui, on a l'impression que comme il n'y a pas une direction claire, comme il n'y a pas de technicité au niveau des donneurs d'ordre politiques, eh bien, en fait, les industriels font ce qu'ils défendent leur propre intérêt. Et donc, on a du mal à trouver ce consensus. Natacha, avant qu'on distribue des antidépresseurs à toute l'Assemblée, qu'est-ce qu'on fait bien en Europe ? Qu'est-ce qu'on fait bien encore aujourd'hui ? Sur quoi on pourrait s'appuyer pour faire ce pivot dont on a tant besoin ? Mais on fait énormément de choses très bien en Europe. Nous avons, j'ai commencé par dire cela d'abord, une vision, il faut le rappeler, nous avons une conception de ce que sont les sociétés humaines qui est absolument fondamentale et l'ensemble des innovations qui actuellement arrivent du reste du monde découlent de notre vision de ce qu'est l'être humain, de notre capacité à penser le monde, je le disais, en dehors d'une transcendance. C'est ça qui a abouti à la science telle que nous la connaissons. C'est simplement qu'aujourd'hui, nous avons
oublié cela. Nous avons oublié cette façon de penser le monde et de vouloir le transformer. Donc, nous voulons le normer. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors c'est justement parce que ça repose sur cette idée qui était celle de Manfred von Siemens, qui en fait est le véritable concepteur de l'Union européenne telle qu'on la connaît, puisque son dogme était de dire la norme crée le marché. Donc le rêve européen de l'Union européenne, ça a été de se dire on va faire des normes et petit à petit ces normes vont imposer notre vision au reste du monde. Sauf que c'est pas ça qui se passe. Pourquoi ? Parce que nous imposons ces normes à nos propres producteurs mais pas aux autres. Et nous faisons rentrer des produits qui n'ont pas les mêmes normes que celles que nous voulons reconnaître. On voit en ce moment même à quel point une entreprise comme Shein peut faire rentrer des produits qui ne respectent aucune des normes européennes et venir détruire ce qui nous reste de commerce, alors même qu'on n'a déjà plus d'industrie textile. Enfin, c'est quand même assez gigantesque. Et tout cela est né d'un dogmatisme absolument effarant, puisque l'entrée de la Chine dans l'OMC, par exemple, s'est faite alors même que tout le monde savait très bien que la Chine ne respectait aucune des règles de l'OMC. Et on a continué et on a supprimé notamment les quotas sur le textile en provenance de Chine. Ça a été fait au 1er janvier 2005. À la fin du premier trimestre 2005, les importations, par exemple, de pullovers en provenance de Chine avaient augmenté de 533%. Bon. Je pourrais vous citer les chiffres sur tout le reste du textile. C'est effarant. Donc, la question qui se pose à nous, c'est de savoir en effet quelle vision nous avons de l'Europe telle qu'elle peut être dans le monde actuel. J'y insiste, pourquoi ? Parce que pendant des années, on nous a expliqué, par exemple, que l'Allemagne était un modèle absolument extraordinaire et que nous, Français, il fallait que nous nous tournions vers l'Allemagne et que nous essayions de lui ressembler. Or, le modèle allemand, on s'en aperçoit depuis la guerre en Ukraine, était fondé sur 3 dépendances. Mais ça n'intéressait personne de regarder ça. Dépendance au parapluie américain, dépendance aux exportations vers la Chine et dépendance au gaz russe peu cher. Tout ça s'était effondré. Donc ce modèle est à réinventer. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça le moment crucial européen. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Les Allemands doivent réinventer leur modèle. Et si nous arrivons, nous Français, à arrêter de nous bercer de grands mots, de lyrisme sur l'autonomie stratégique sans jamais définir ce que ça signifie, sur la souveraineté sans jamais dire concrètement comment on y arrive, et si nous parlons très concrètement de la place que chaque pays doit avoir en Europe, alors nous allons pouvoir nous en sortir. Pourquoi ? Parce que je pense que l'Europe n'est pas faible, en fait. La France est très faible en Europe. Et donc, elle ne cherche pas à peser dans les politiques européennes correctement. On a vu à quel point il a été absolument extrêmement complexe de défendre la filière nucléaire dans les négociations sur la taxonomie européenne, alors même que mais ça bénéficie à l'Europe entière d'avoir une énergie décarbonée, une énergie qui ne soit pas non plus intermittente, parce qu'une énergie intermittente est beaucoup plus difficilement pilotable. Donc le nucléaire français pouvait être utile à l'ensemble de l'Europe. On a eu un mal de chien à faire en sorte que cette filière nucléaire puisse être reconnue comme une énergie décarbonée, verte, et donc être financée, alors même que les Allemands se battaient pour faire reconnaître comme énergie de transition le gaz. Donc il y a là quelque chose d'absurde, mais pourquoi ? Parce que les Français ne font pas leur travail. Ils préfèrent être dans l'idéologie, le dogme, au lieu d'aller petit à petit sur chaque sujet discuter. Et ça permettrait, si réellement il y avait un travail concret sur les dossiers, justement d'avancer, par exemple, sur ces questions de défense qui vont être absolument cruciales. Nous avons besoin de nous réarmer. Sauf que, pour se réarmer correctement, il faut tenir compte du fait que nous devons être indépendants et que nous ne pouvons plus compter sur les Américains. Sauf que ça, c'est une vision française. Nos partenaires européens n'ont pas exactement la même vision. Il faut dire que ça prendra du temps aussi. Donc ça va prendre du temps. Changer une filière. Mais évidemment, c'est pas magique. Sauf que là, ce qui se passe actuellement, c'est que là aussi, comme nous ne sommes pas assez présents, pas assez capables de peser, de nous faire entendre, pendant ce temps-là, les Allemands, par exemple, Rheinmetall signe des accords avec Anduril, avec Lockheed Martin, pour produire sur le sol européen, mais sous licence américaine. Donc ça veut dire 40 ans, 50 ans de dépendance, encore une fois. Donc
il faut, là aussi, créer des alliances, voir quels sont les pays avec lesquels nous pouvons nous entendre pour faire avancer cette vision qui est une vision politique et qui sera utile à l'ensemble des citoyens européens, par-delà, justement, le court terme dont vous parliez fort justement, parce que je pense que la défense à tout prix des exportations, quitte à ruiner certains pans, par exemple, de l'agriculture européenne, c'est une vision de court terme. Je crois, Jean-Christophe, que le thème des alliances, c'est quelque chose d'important pour vous. Il y a une grande société de gestion qui a fait une analyse sur l'Europe et qui concluait « il est minuit moins 5 à l'horloge européenne ». Parce qu'on arrive dans la partie finale de ce débat, qu'est-ce qu'on fait de ces 5 minutes et on revient finalement à mon sujet d'introduction, on refonde, on réforme, on accélère, on rase tout. Money time. Ouais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est on affirme. Il faut vraiment affirmer à la fois une identité, une volonté européenne. Je voudrais juste revenir quelques secondes sur le rapport Draghi, parce que je crois que c'est une véritable illustration d'un échec européen, c'est vrai, vous l'avez dit, on a 10%, 12%, 14% de mise en œuvre. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? Il y a un précédent dans l'histoire européenne. Pour ceux qui ont suivi ça depuis quelques années, il y a eu ce qui s'appelait à l'époque l'acte unique européen de Jacques Delors. Il y avait ce grand projet, quand Jacques Delors est arrivé à la présidence de la Commission européenne en 1986, il a dit, voilà, il faut parfaire, il faut finaliser le marché européen. Et il est venu avec un projet qui, effectivement, comportait 250 directives et un calendrier sur 6 ou 7 ans. Et donc, il y avait une méthode, il y avait des objectifs que chacun pouvait comprendre. Aujourd'hui, qui ici sait ce qu'il y a dans le rapport Draghi et qui ici a une compréhension de ce qu'est le rapport Draghi ? C'est zéro. C'est-à-dire que le rapport Draghi, c'est quelque chose, pour ceux qui ont entendu parler, qui a été remis éventuellement à la présidente de la Commission européenne, mais on n'a aucune idée de ce qu'est. Donc il y a eu à la fois une erreur de méthode, je crois, et puis il y a aussi, et ça il faut bien le dire, un déficit très grave de leadership en Europe. Nous avons connu, et il ne s'agit pas d'être des nostalgiques du passé, mais des périodes où il y avait un véritable moteur européen, parce qu'il y avait 2 ou 3 pays qui, à un moment donné, avaient des dirigeants qui étaient forts, qui avaient une vision, qui avaient un charisme, et qui étaient en mesure, effectivement, d'enclencher. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années ? On avait un moteur franco-allemand qui était complètement défaillant. On avait la Grande-Bretagne qui partait. Donc, il faut effectivement reconnaître qu'on a eu un problème de leadership, on a eu un problème de vision, on a eu un problème de méthode. Et tout ça, il faut effectivement le retenir et l'apprendre. Malgré tout, pour finir sur une note positive, moi, j'ai beaucoup travaillé au cours des dernières années dans des incarnations différentes, avec des collègues, des employés qui étaient russes, qui étaient chinois, qui étaient de différents... La plupart n'avaient qu'une seule obsession, c'était le passeport Schengen. Et je voyais mes collègues russes qui utilisaient toute opportunité pour pour remplir tous les critères pour obtenir le fameux chapeau, qui était une sorte de sésame en se disant... Est-ce que ce n'est pas le passeport américain aujourd'hui, Jean-Christophe ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Le passeport Schengen, c'était effectivement la garantie, malgré tout, de pouvoir vivre dans un espace de liberté, de pluralisme, de certain nombre de choses qui étaient fondamentales. Et je reviens sur ce que dit, alors on a peut-être un certain nombre de désaccords, Natacha, mais enfin, je rejoins complètement ce que vous disiez au départ, c'est que le projet européen est un projet civilisationnel. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, faire revivre, c'est-à-dire de faire renaître une vision, une fierté européenne, une identité, une culture, et pas seulement de dire que c'est un cadre technique. C'est beaucoup plus que ça. Et juste un élément pour montrer, c'est quand même, c'est pas tout à fait un hasard si il y a aujourd'hui encore plus d'une demi-douzaine de pays qui attendent à la porte de l'Union européenne parce qu'ils savent qu'ils y trouveront leur salut à la fois en termes de sécurité, mais aussi en termes de développement économique. J'étais il y a 2 semaines en Albanie. Moi, j'ai vu ce pays se transfigurer grâce à des
politique européenne et ce pays est désireux, de même que le Monténégro, de même que la Serbie, de même que la Moldavie, de même que l'Ukraine. C'est quand même pas tout à fait un hasard si aujourd'hui la guerre qui polarise toute l'attention du monde depuis 2 ou 3 ans, elle est liée au fait qu'il y a un pays qui veut effectivement rejoindre l'Union européenne, ou en tout cas qui veut vivre selon ses standards. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui doit se passer pour que des gens, depuis 3 ans, meurent, acceptent d'être au combat, parce qu'ils veulent défendre un modèle de société, un modèle civilisationnel européen. Je vais reprendre ma question pour André. Allez, pareil, 23h55. Vous disent les dirigeants européens, écoute André, on n'y arrive plus, on donne les commandes. Vas-y, là, plein pouvoir, les 3 premières mesures d'urgence pour remettre l'Europe d'aplomb. D'abord, considérer que c'est le temps et la mise en œuvre et non pas l'argent qu'on dépense qui est l'élément clé sur lequel on va être jugé. Mais 2 immenses sujets d'espoir. Je pense qu'il faut qu'on affirme beaucoup plus dans ce monde à nouveau de carnivores que nos valeurs, en tout cas pour nous, sont supérieures. C'est-à-dire des valeurs humanistes, les valeurs de préservation de l'environnement, les valeurs de diversité. Ça a complètement disparu, ça, aujourd'hui. Hein. Oui, tout cet enjeu sur l'environnement sur lequel on était des leaders. Regardez le monde dans lequel on est. Ouais. On est dans un monde, l'Assemblée dirait, de plus en plus, où la volatilité est de plus en plus importante. On ne sait pas. Enfin, il y a une crise après l'autre qui s'accumule, qui s'additionne. Hein, c'est comme des vagues qui s'accumulent et qui rentrent en résonance. La seule manière, et Jean-Christophe en parlait au début, la seule manière d'arriver un tout petit peu à anticiper et donc à donner nous-mêmes l'agenda et non pas subir, ne pas subir, c'est de travailler sur cette diversité. Aujourd'hui, le projet européen, qui était un projet à travers cette diversité, on fait notre force. Aujourd'hui, le projet européen est devenu un projet de compromis mou. Tout est compromis mou. On n'a pas de ligne directrice claire. Si on avait plus écouté les Baltes, on n'aurait pas été surpris, comme à Paris, le 22 février, de l'invasion russe. On n'aurait pas été surpris de ce qui se passe en Afrique si on avait écouté plus de pays. On n'aurait pas été surpris. Enfin, vous voyez. Donc aujourd'hui, je compare ça, on ne va pas en faire un modèle chinois ou un modèle américain fédéral. Mais comparer ça peut-être à une espèce de banc de poissons où ensemble, on fait masse, mais où on garde chacun notre identité. Cette diversité, ça ne doit pas être une politique DEI, mais c'est vraiment cette diversité qui va nous permettre d'être bien meilleurs dans l'anticipation. Et ça, je crois que cette force, elle est absolument unique au monde parce qu'on a réussi à avoir ce creuset de diversité. Aujourd'hui, on n'en fait pas du tout une force. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, qui est beaucoup plus ambitieux, je crois aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est vert et non pas bleu, on me pose toujours la question, mais pourquoi tu n'as pas mis bleu et 12 étoiles? C'est que je crois que les institutions, Natacha le disait au début, ont perdu quand même le combat des cœurs. Aujourd'hui, on ne mobilise plus. J'ai entendu que la Commission avait mandaté une grande agence de conseil pour faire aimer l'Europe. Mais c'est délirant. Ce qu'il faut, c'est retrouver effectivement à la fois l'aspect rationnel européen des Lumières, mais aussi, il faut qu'il y ait des tripes. Il faut qu'il y ait pardon pour la référence américaine, il faut qu'il y ait un Kennedy qui dise en 62, alors qu'ils n'avaient aucune idée de comment il le ferait, qu'à la fin de la décennie, on aurait mis un homme sur la Lune. C'était un projet pas du tout technocratique, ce n'était pas un projet IA ou un projet quantique, c'était un projet qui parlait à l'ensemble de la société. Et je crois qu'il faut avoir le courage de dire, je pense qu'il faut qu'on réinvente notre modèle démocratique. Les pays autoritaires réinventent la manière dont les dictatures utilisent. Aujourd'hui, Xi Jinping est beaucoup plus puissant que ce que décrivait Orwell dans 1984, parce qu'il utilise le digital. Mais nous, on n'a pas du tout réinventé nos élections. On élit la même personne tous les 5 ans. Il y a des sujets qui demanderaient 20 ans. L'éducation ou la recherche. Il y a des sujets où il faut probablement réélire ou revoir nos politiques tous les 6 mois. Il faut être beaucoup plus dans l'interaction avec les citoyens, comme le font extrêmement bien les Suisses, qui accessoirement ont 25% d'industrie sur le sol. Donc je crois que ce sujet de réinvention de la démocratie, c'est un magnifique projet, mais qu'il faut commencer maintenant. Et enfin, dernière chose sur la techno, c'est ça la merveille de la technologie de rupture, et sans être technosolutionniste, l'IA qui consomme de plus en plus d'énergie, mais il est évident qu'il va y avoir une rupture quelque part. Mais comment se fait-il que ce soit les Chinois
qui arrive en janvier avec DeepSeek, avec un modèle qui utilise 2 ordres de grandeur d'énergie de moins pour entraîner l'inférence de leur modèle. Ça aurait dû être européen. Ça aurait dû être européen, les nouvelles voies de propulsion spatiale. Eh bien, c'est le Japon, qui a réussi il y a 6 mois. À côté de SpaceX, c'est les seuls à avoir fait un lanceur réutilisable. Le futur des semi-conducteurs, ça ne va pas être de faire une course à la puissance avec NVIDIA. Ça va être des architectures beaucoup moins gourmandes en énergie, qui vont ressembler peut-être beaucoup plus à notre cerveau humain qui consomme 20 watts. Donc c'est ça, c'est quelques projets ciblés, compréhensibles par tout le monde, et pas juste dans la salle des fêtes de l'Élysée ou de la Chancellerie, qu'il faut lancer. Je pense que c'est là où on réenchante le projet européen. Natacha, j'aimerais justement vous entendre en guise de conclusion sur quelque chose qu'a dit André. Comment on refait aimer l'Europe? Mais il l'a dit également, il a prononcé un mot essentiel, la démocratie. La démocratie est née en Europe, à Athènes. Et juste une petite anecdote que j'aime énormément parce qu'elle raconte tellement ce que nous sommes devenus. Quand nous avons voté lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, sur le texte, vous vous souvenez que ce texte, il n'y avait pas une référence à notre passé historique, culturel commun. Rien. Uniquement de la technique, des questions commerciales, libre-échange, etc. Alors, avant ça, les concepteurs, lors de la convention qui avait abouti à ce texte, avaient mis en exergue une petite citation. C'était un extrait du discours aux morts de Périclès dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Donc, ce discours aux morts de Périclès est une extraordinaire définition de la démocratie. Vraiment, si vous voulez savoir ce que c'est que la démocratie, vous lisez ce texte qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et la phrase était totalement anodine. Nous appelons notre système démocratie car il défend les intérêts du plus grand nombre et pas ceux d'un petit nombre d'individus. Voilà. C'était la seule référence culturelle commune. Elle a été retirée du texte lors d'un conseil des ministres des Affaires étrangères européennes par 23 voix sur 25 à l'époque. Les deux qui ont voté pour conserver l'exergue étaient le ministre grec et le ministre chypriote. Voilà. Et les autres avaient considéré qu'il fallait retirer ce petit passage parce que Périclès était un chef de guerre et que c'était pas bien, parce que la démocratie athénienne excluait les femmes et les esclaves et que c'était pas bien. Voilà. Et c'est donc comme ça que, je trouve ça totalement révélateur de notre vision de ce qu'est la construction européenne. Nous en avons fait une espèce de machine technocratique. Il y a actuellement plus de lobbyistes des entreprises américaines à Bruxelles qu'il n'y en a à Washington. Et je pense que c'est extrêmement parlant. Donc, premier point, la démocratie. On ne fera pas l'Union européenne, c'est-à-dire déjà l'union des nations européennes dans leur diversité, contre les peuples. C'est une folie de croire ça. Deuxième point, il faut se demander quel est notre projet commun. Au départ, la communauté européenne, elle était fondée sur une idée très simple. Ça s'appelait la préférence communautaire, même si ça n'apparaît pas dans le traité de Rome. C'était ça l'idée, c'est-à-dire on s'échange nos excédents, ça nous enrichit dans un marché qui est libéralisé, mais qui est protégé à l'extérieur. L'acte unique européen a imposé ce dogme de la libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises, mais pas seulement à l'intérieur, à l'extérieur aussi. Et à partir de là, on s'est mis en effet à considérer qu'il n'y avait aucune raison de protéger nos producteurs et d'essayer de défendre nos intérêts de producteurs. C'était l'idée qu'on allait défendre uniquement la consommation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le résultat, c'est que, par exemple, nous nous apercevons que nous sommes dépendants. Plus de 80% des solutions de cloud en Europe sont américaines. Nous sommes en train d'espérer que peut-être face à la fermeture du marché américain, c'était Ursula von der Leyen qui le disait, mais aussi Emmanuel Macron, il faut que la Chine s'ouvre. Je rappelle que les Chinois ont accès à 98% des marchés européens, mais que les Européens ont accès à 2% des marchés chinois. Donc il y a un moment où il va falloir être un tout petit peu lucide et essayer tout simplement de se protéger pour pouvoir se construire et avancer. Les questions numériques sont un exemple extraordinaire. Et nous sommes en train de concevoir des normes de cloud
supposément souverain en lien avec Microsoft. Pardon, mais c'est une folie. Et tout est comme ça, dans tous les domaines. Donc, les solutions, elles existent, puisque si nous considérons que cette façon de faire est aberrante, nous pouvons faire autrement. Nous pouvons considérer qu'en effet, la richesse à venir, ce sont les datas et que nous allons protéger nos datas. Donc, par exemple, et ça se fait aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle française. Quand on fait le French Data Hub, on n'est pas obligé de remettre ça, là aussi, dans les mains de Microsoft. On peut considérer qu'on va favoriser un acteur français puis des acteurs européens, et que ça leur permettra, puisque c'est une profession autoréalisatrice, d'acquérir la taille critique qui leur donnera la puissance. C'est comme ça qu'il faut fonctionner dans toutes les filières, et il faut le faire en se mettant d'accord entre Européens sur ce que nous avons comme qualité, comme richesse, que nous pouvons partager. Sur la défense, c'est la même chose. Si on continue à faire chacun de notre côté, on va se retrouver dans 10 ans à avoir investi des milliards et à avoir 27 armées différentes avec des doublons partout. Donc il faut se mettre autour d'une table, décider comment nous pouvons faire des accords, quel type d'alliance nous voulons, se mettre d'accord sur le fait que ça nécessite d'être indépendant des États-Unis, et à partir de là, on se coordonne. Et c'est une question de volonté, mais de volonté associée avec l'idée que la souveraineté est le fondement de la liberté. Sinon, nous allons disparaître économiquement parce que nous allons continuer à nous faire tailler des croupières par un Donald Trump, par exemple, qui explique très fièrement qu'il surfacture les armes qu'il vend aux Européens pour que les Européens les donnent à l'Ukraine, qu'il nous surfacture le gaz naturel liquéfié qui permet que nos entreprises ne soient pas compétitives puisque nous payons 3 ou 4 fois le prix de notre énergie par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Bref, si nous nous réveillons, tout est possible, mais il suffit de se réveiller. Il suffit de se réveiller. Mais l'horloge tourne, elle tourne vite. Merci en tout cas pour ce débat et merci pour votre participation. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de la cérémonie pour la remise des trophées. À tout de suite.